Bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans l'analyse d'un document assez technique, un guide de protocole en AMP, visiblement pour les gynécologues praticiens. Notre idée, c'est d'en extraire l'essentiel, les infos clés pour la pratique. On va couvrir pas mal de choses, des bases physio aux techniques de pointe, sans oublier l'éthique et le légal. Exactement. L'objectif, c'est pas juste de résumer, mais plutôt de souligner les points importants, les consensus, peut-être même là où ça discute encore un peu, et surtout, qu'est-ce que ça implique concrètement pour nos patientes, pour les couples. C'est, disons, un état des lieux de l'AMP tel que présenté dans ce guide. Tout à fait. Alors, on va commencer par la base, fertilité, infertilité, les mécanismes biologiques, puis le bilan diagnostique, c'est crucial. Ensuite, on attaque le dur, les traitements FIV, ICSI, les protocoles. On verra aussi les causes spécifiques, les cas un peu compliqués comme les échecs répétés, et puis les innovations, préservation de fertilité des pays. Et on finira sur la qualité et le cadre légal en France. Prêt? Allons-y. C'est parti. Alors, le guide commence par rappeler la définition OMS de l'infertilité. Pas de grossesse après 1 an de rapport non protégé. Ça toucherait quelque chose comme 15% des couples, c'est ça? Oui, les chiffres varient un peu selon les études, entre 14 et 17%, mais c'est l'ordre de grandeur. Et le point sur lequel le guide insiste vraiment, c'est l'impact de l'âge de la femme. C'est majeur. Ah oui. Ah oui, oui. Le déclin est net dès 35 ans et ça s'accélère vraiment vers 37-38 ans. C'est surtout lié à la qualité des ovocytes qui baisse. La preuve la plus flagrante, ce sont les excellents résultats du don d'ovocytes. L'âge de l'homme joue aussi, faut pas l'oublier, sur la fertilité, les fausses couches. D'accord. Et côté biologie pure, le guide revient sur la fabrication des hormones ovariennes? Oui, la stéroïdogénèse. Ça part du cholestérol, puis progestérone, androgène et enfin œstrogène, avec une interaction entre les cellules de la TEC et de la granulosa, tout ça sous contrôle LH et FSH. Un schéma classique mais fondamental. Et chez l'homme, la spermatogénèle? Voilà un cycle beaucoup plus rond, à peu près 74 jours. C'est la transformation des spermatogonies en spermatozoïdes. Le guide rappelle le rôle essentiel des cellules de Sertoli pour le soutien, la barrière protectrice, et des cellules de Leydig pour la testostérone, sous l'effet de la LH. C'est une usine complexe. Fascinant. Et les tout débuts de l'embryon, sa petite migration? Oui, de la trompe à l'utérus, entre J0 et J7. Les divisions, 2, 4, 8 cellules, jusqu'au blastocyste, avec sa masse cellulaire interne, le futur bébé, et le trophectoderme, pour le placenta. Un moment clé, c'est l'activation du génome de l'embryon lui-même, vers le stade 8 cellules. Il prend les commandes, en quelque sorte. Exactement. Puis l'anidation, vers J7. Le guide parle d'un vrai dialogue moléculaire entre cet embryon et un endomètre qui doit être prêt à l'accueillir pendant une période limitée, la fameuse fenêtre d'implantation. Tout doit être parfaitement synchro. Le guide insiste aussi pas mal sur l'environnement et le mode de vie, non? Énormément. Le poids, c'est un facteur important chez l'homme comme chez la femme. Le surpoids, l'obésité, ça perturbe les hormones, ça crée de l'inflammation, c'est pas bon pour la fertilité. L'alimentation, la sédentarité aussi, bien sûr. Et les toxiques? Tabac, perturbateurs endocriniens? Oui. Le tabac, l'impact négatif est prouvé sur les gamètes, la fertilité, la grossesse elle-même. Pour les perturbateurs endocriniens, c'est plus complexe, on suspecte des effets larges, même épigénétiques, peut-être sur plusieurs générations. Le guide recommande donc vraiment d'optimiser son hygiène de vie, idéalement 6 mois avant de vouloir concevoir, et pour les deux partenaires. Sans oublier le côté psych, qui est souvent un peu mis de côté. Ah oui, c'est crucial. L'annonce de l'infertilité, c'est un choc. Les traitements sont longs, stressants, pleins d'espoir et de déception potentielle. Le soutien psychologique est vraiment important. Ça peut même éviter des abandons de traitement. Et parfois, ça révèle ou ça cause des soucis sexologiques aussi. D'où l'importance de la consultation préconceptionnelle pour aborder tout ça. Tout à fait. Faire le point, le bilan clinique, les sérologies, les vaccins. Et donner tous ces conseils d'hygiène de vie. C'est une étape clé. Bon, alors si on passe justement au bilan du couple infertile, comment on procède d'après ce guide? L'approche doit être méthodique. D'abord, un interrogatoire hyper détaillé des deux. Les antécédents médicaux, chirurgicaux, gynéco, uro, le mode de vie, la sexualité. Ensuite, examen clinique complet, surtout chez la femme. IMC, tension, signes d'hyperandrogénie, examen des seins, examen gynéco. Et après, les examens complémentaires pour la femme, on commence par quoi? Le bilan hormonal de base, prélevé en début de cycle, entre J2 et J4, on dose principalement FSH, LH,
estradiol et l'AMH, l'hormone antimullérienne. L'AMH, ça nous dit quoi exactement? C'est un très bon reflet de la réserve ovarienne, du stock d'ovocytes restant, quoi. C'est devenu un marqueur incontournable. On vérifie aussi la thyroïde avec la TSH et les auto-anticorps si besoin. Et l'échographie pelvienne? Indispensable. Par voie endovaginale, on compte les petits follicules, le compte des follicules intro. Le CFA, c'est un autre marqueur de la réserve. Et puis on regarde l'utérus sous toutes ses coutures. La cavité, le muscle, on cherche des fibromes, des polypes, des signes d'adénomiose. On examine les ovaires, volume, kyste éventuel, endométriome. Et on cherche aussi un hydrosalpinx. Et la fameuse question des trompes. Sont-elles bouchées ou pas? Exactement, il faut évaluer leur perméabilité. L'examen de première intention, ça reste l'hystérosalpingographie, l'HSG. C'est une radio avec un produit de contraste iodé. Il y a des alternatives par échographie aussi, comme l'IFOCI ou l'ICOCI, avec un produit de contraste différent. D'accord, le test post-coïtal, on oublie donc. Oui, le guide est clair là-dessus, ce n'est plus recommandé en routine. Parfois, on peut avoir besoin d'examens de deuxième intention comme une hystéroscopie diagnostique, une IRM, voire une colioscopie, mais ce n'est pas systématique. Et pour monsieur, l'examen clé, le spermogramme, évidemment, analyse du sperme éjaculé selon les normes OMS, si possible les dernières de 2021. On mesure le volume, le pH, la viscosité et surtout, on analyse la mobilité des spermatozoïdes. Est-ce qu'ils avancent bien, mobilité progressive? Est-ce qu'ils bougent sur place ou est-ce qu'ils sont immobiles? On regarde aussi la vitalité, la concentration et on compte les autres cellules, comme les leucocytes. Et la morphologie? Le spermocytogramme? Oui, c'est l'analyse de la forme des spermatozoïdes. On calcule le pourcentage de formes typiques. Et très souvent, on complète par un test de migration-survie, le TMS. Le TMS, ça sert à quoi au juste? Ça consiste à sélectionner les spermatozoïdes les plus mobiles dans l'échantillon. On voit combien on en récupère à la fin, en nombre de spermatozoïdes mobiles progressifs, NSMP. Ça donne une idée de leur potentiel pour une insémination ou une FIV, et ça aide vraiment à orienter vers la bonne technique d'AMP. Et si ce spermogramme est très perturbé, ou s'il n'y a pas de spermatozoïdes du tout? Alors là, on parle d'oligoasténoteratozoospermie sévère, OATS sévère, ou d'azoospermie. Dans ces cas-là, il faut pousser les investigations. Bilan hormonal masculin, FSH, LH, testostérone, inhibine B, une échographie scrotale ou transrectale si on suspecte une obstruction, et surtout des examens génétiques, karyotype, recherche de microdélétion du chromosome Y, analyse du gène CFTR, et un bilan infectieux aussi. D'accord, bilan complet. Une fois qu'on a tout ça, quelles sont les options de traitement décrites? L'insémination intra-utérine, l'IU, c'est une première étape possible. Oui, le guide la mentionne comme une option simple. On prépare le sperme et on le dépose directement dans l'utérus au moment de l'ovulation, après une légère stimulation ovarienne. Mais les indications sont assez restreintes. Troubles sexuels, problèmes de glaire cervicale. Et il faut impérativement que les trompes soient perméables et qu'on récupère suffisamment de spermatozoïdes mobiles après préparation au TMS. Le guide cite un seuil autour de 1 à 2 millions. Et le guide fait une remarque intéressante sur les taux de succès FIV dans les pays qui font beaucoup d'IU. Oui, il note une tendance à des taux de succès FIV-ICSI plus bas dans ces pays, ce qui pourrait suggérer qu'on sélectionne peut-être différemment les couples ou qu'on passe plus tardivement à la FIV. C'est une observation. Les techniques majeures restent donc la FIV et l'ICSI. Pour qui sont-elles indiquées? Ah bah là, les indications sont très larges. Problème de trompe, endométriose, échec des autres techniques comme l'IUU ou la stimulation simple, infertilité masculine bien sûr, infertilité inexpliquée. C'est vraiment le cœur de l'AMP. Le principe, c'est stimuler les ovaires pour avoir plusieurs ovocytes. Comment ça se passe, cette stimulation? C'est la stimulation ovarienne contrôlée, la SOC. Le but, c'est d'obtenir un développement multifolliculaire, disons entre 8 et 15 follicules matures, idéalement. Il y a deux grands types de protocoles. Le protocole antagoniste et le protocole agoniste, long ou court. Lequel est le plus utilisé? Aujourd'hui, c'est clairement le protocole antagoniste qui est privilégié, surtout s'il y a un risque d'hyperstimulation ovarienne, le SHO, ou si on ne prévoit pas de faire un transfert d'embryon frais, par exemple si on fait un PGT, un don ou une stratégie frisol. Pendant toute la stimulation, le monitorage par échographie et dosage hormonaux, estradiol, LH, progestérone, est absolument crucial pour adapter les doses et décider du bon moment pour déclencher.
Et ce déclenchement, justement, avant la ponction, On a deux options principales. Soit l'HCG, l'hormone de grossesse, soit un agoniste de la GnRH. L'agoniste a le gros avantage de quasiment supprimer le risque de SHO sévère, mais on ne peut l'utiliser que dans un protocole antagoniste. Par contre, il induit une lutéolyse, c'est-à-dire qu'il perturbe la phase après l'ovulation, ce qui impose soit un soutien lutéal très renforcé, soit, le plus souvent, de congeler tous les embryons et de faire un transfert différé. D'accord. Et la ponction des ovocytes? Elle se fait environ 36 heures après le déclenchement, le plus souvent par voie vaginale, sous guidage échographique et sous anesthésie locale ou générale légère. Le guide détaille la technique, y compris les cas un peu particuliers, et la gestion des complications, qui sont rares mais peuvent être sérieuses. Saignement, infection. Une fois que les ovocytes sont récupérés, direction le laboratoire. FIV classique ou ICSI? Ça dépend. Si le sperme est normal ou subnormal, on peut faire une FIV classique. On met les ovocytes en contact avec des milliers de spermatozoïdes préparés et on laisse faire la nature, en quelque sorte. L'ICSI, l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, c'est quand on injecte manuellement un seul spermatozoïde, choisi au microscope pour sa mobilité et sa morphologie, directement à l'intérieur de l'ovocyte mature. Et l'ICSI, on la réserve à quel cas? Principalement quand il y a un facteur masculin important, évidemment, mais aussi en cas d'échec de fécondation en FIV auparavant, quand on utilise des ovocytes qui ont été congelés, ou si on doit faire un diagnostic préimplantatoire, PGT. Le lendemain de la FIV ou de l'ICSI, on regarde au microscope combien d'ovocytes sont bien fécondés, on voit les deux pronoyaux. Et après, on laisse les embryons se développer. Oui, c'est la culture embryonnaire. On les place dans des milieux de culture spéciaux, dans des incubateurs très contrôlés en température, en gaz, souvent avec peu d'oxygène, pour mimer l'environnement naturel. On pousse de plus en plus souvent la culture jusqu'au stade blastocyste, à J5 ou J6. Pourquoi attendre si longtemps? Parce que ça permet une meilleure sélection. Les embryons qui arrivent au stade blastocyste sont théoriquement les plus robustes, ceux qui ont le plus de potentiel d'implantation. Ça permet souvent de ne transférer qu'un seul embryon pour limiter le risque de grossesse multiple. Certains labos utilisent des incubateurs time-lapse qui prennent des photos en continu. Ah oui, sans avoir à sortir les embryons. Exactement. Ça permet de suivre leur développement sans perturber leur environnement. Puis vient le transfert d'embryons, généralement 1 ou 2, dans l'utérus. Ça se fait sous contrôle échographique, avec un cathéter très fin et souple. Et s'il reste des embryons de bonne qualité non transférés? On les congèle par vitrification. C'est une technique de congélation ultra rapide qui donne d'excellents taux de survie embryonnaire après décongélation, souvent plus de 90%. C'est devenu une pratique courante et essentielle. Essentiel pour quoi, par exemple? Pour pouvoir faire des transferts d'embryons congelés, TEC plus tard, si le premier transfert ne marche pas, ou pour un deuxième enfant. C'est aussi la base de la stratégie Freezall dont on parlait pour éviter le SHO ou pour le PGT. Et c'est indispensable pour la préservation de la fertilité et le don d'embryons. Justement, cette stratégie Freezall, congeler tout sans transfert frais, le guide la recommande dans quel cas? Le premier cas, c'est la prévention du SHO, clairement. C'est aussi obligatoire si on fait un PGT. Après, l'idée de le faire systématiquement pour améliorer les chances dans certaines situations comme l'endométriose, l'adénomiose ou même les échecs répétés, RIF, c'est encore discuté. Le bénéfice n'est pas approuvé pour toutes les patientes. Quoi qu'il en soit, après un transfert, que ce soit frais ou congelé, le soutien de la phase lutéale est crucial. par progestérone principalement. Oui, c'est la pierre angulaire. Surtout si on a fait un déclenchement par agoniste ou si on fait un transfert d'embryon congelé en cycle substitué. La progestérone se donne le plus souvent par voie vaginale, parfois en sous-cutanée. Le guide mentionne même qu'un dosage de progestérone le jour du transfert en cycle artificiel peut être utile. Un taux trop bas serait associé à de moins bons résultats. Et 2 mots sur des techniques un peu plus spécifiques comme l'IMSI ou l'éclosion assistée. L'IMSI, c'est une sélection des spermatozoïdes à très fort grossissement avant ICSI. L'éclosion assistée, c'est une petite brèche dans la membrane de l'embryon pour l'aider à sortir. Pour les deux, le guide est assez réservé. Les preuves d'efficacité sont limitées et ce n'est pas recommandé en routine pour tout le monde. L'activation ovocytaire artificielle, elle, peut être utile en cas d'échec total de fécondation en ICSI, mais on manque de recul sur la sécurité à long terme. Ok. Parlons maintenant des causes spécifiques et de leur prise en charge. Commencerons par les problèmes d'ovulation, comme le SOPK. Le syndrome des ovaires polykystiques, très fréquent. Le diagnostic repose sur les critères de Rotterdam. Pour la prise en charge de l'infertilité,
Le guide décrit une approche graduelle. D'abord, modifier le mode de vie, surtout perdre du poids si besoin, puis induction de l'ovulation avec du létrozole, préféré maintenant, ou du clomifène. Si ça ne marche pas, on peut passer aux injections de gonadotrophine à faible dose, en surveillant bien pour éviter la stimulation multiple. Et si tout ça échoue, ou d'emblée dans certains cas, c'est la FIV. Et l'insuffisance ovarienne prématurée, IOP? Là, c'est différent. Les ovaires s'arrêtent de fonctionner avant 40 ans, le diagnostic se fait sur des dosages de FSH très élevés, les causes sont variées, génétiques, auto-immunes ou après des traitements comme la chimio. Pour la fertilité, la seule option est souvent le don d'ovocytes. Et il faut aussi un traitement hormonal substitutif pour compenser le manque d'hormones. D'autres causes de troubles ovulatoires? Oui, l'aménorrhée hypothalamique, souvent liée au stress, à la perte de poids, à l'excès de sport. Il faut traiter la cause et on peut induire l'ovulation avec des pompes à GnRH ou des gonadotrophines. L'hyperprolactinémie aussi, il faut en chercher la cause et on traite avec des agonistes dopaminergiques. Et ne pas oublier les problèmes de thyroïde. Passons aux pathologies de l'utérus et des trompes. Si les trompes sont abîmées, C'est souvent après une infection, comme une chlamydia. Le diagnostic se fait par hystérosalpingographie ou colioscopie. Soit on tente une chirurgie réparatrice, si c'est possible, soit on va directement en FIV. Mais attention, si une trompe est dilatée et remplie de liquide, un hydrosalpinx, il faut absolument la neutraliser, l'enlever ou la boucher, avant de faire une FIV, car ce liquide est toxique pour l'implantation de l'embryon. et l'endométriose ou l'adénomiose? Ça, c'est complexe. L'impact sur la fertilité est multifactoriel. Le choix entre chirurgie et FIV d'emblée dépend vraiment du profil de la patiente, de ses symptômes, de l'étendue des lésions. En FIV, il faut parfois prendre des précautions particulières. Et les anomalies dans l'utérus même? Fibromes, polypes? Oui, les fibromes sous-muqueux, ceux qui bondent dans la cavité, type 0, 1, 2, il faut généralement les enlever par hystéroscopie opératoire. Les polypes aussi, s'ils sont gros, plus de 1,5 cm. Et les synéchies, ces adhérences dans la cavité, il faut les lever par hystéroscopie. Une cloison utérine peut aussi être réséquée. Côté masculin, si on a une OATS sévère ou une azoospermie? Les causes sont très variées. Problème hormonal central, prétesticulaire, problème au niveau du testicule lui-même, testiculaire, le plus fréquent, ou problème d'évacuation des spermatozoïdes, post-testiculaire, comme une obstruction. Le bilan initial, génétique, imagerie, est essentiel pour comprendre la cause. Pour la fertilité, la solution passe quasi toujours par l'ICSI. Et s'il n'y a pas de spermatozoïdes dans l'éjaculat, azoospermie, on peut souvent en trouver en faisant une biopsie testiculaire, une TSE. Et s'il y a des troubles de l'éjaculation? Ça demande une approche spécifique. Ça peut aller de la sexothérapie à des médicaments, voire à récupérer les spermatozoïdes dans les urines après l'éjaculation, en cas d'éjaculation rétrograde, ou par une intervention chirurgicale. Pour l'hypogonadisme hypogonadotrope, défaut de commande centrale, on peut parfois restaurer la spermatogénèse avec des injections de gonadotrophine ou une pompe à GnRH. Le guide aborde aussi des situations particulièrement difficiles, comme les fausses couches à répétition, FCR. Oui, c'est défini par au moins 2 ou 3 fausses couches consécutives selon les définitions. Il faut faire un bilan étiologique assez large, cariotype des 2 parents, bilan utérin précis, écho 3D, hystéroscopie, recherche d'un syndrome des antiphospholipides SAPL, bilan endocrinien, thyroïde, diabète. Si on trouve une cause, on la traite. Chirurgie pour une cloison, anticoagulant pour un SAP. Et les échecs d'implantation répétés, RIF? C'est un peu le même genre de défi, non? Oui. C'est quand on n'obtient pas de grossesse malgré le transfert de plusieurs embryons de bonne qualité. Le bilan ressemble à celui des FCR, mais on se focalise peut-être encore plus sur la qualité embryonnaire, est-ce qu'on devrait faire un PGTA, et sur la réceptivité de l'endomètre. C'est là que les tests de réceptivité endométriale type ERA sont parfois proposés. Mais comme le dit le BID, leur utilité reste très controversée et n'est pas validée en routine. Un autre groupe qui pose question, les mauvaises répondeuses, celles qui font peu d'ovocytes. C'est vrai, c'est un challenge. Déjà, la définition même varie. Critères de Bologne. C'est un groupe hétérogène. Le guide est honnête. Il n'y a pas de protocole de stimulation clairement supérieur aux autres. On essaye différentes stratégies, protocoles courts, forte dose de gonadotrophine, parfois des protocoles comme le duostim de stimulation dans le même cycle.
On teste aussi des traitements adjuvants, androgènes, hormones de croissance, mais les preuves solides manquent souvent. Au final, l'âge reste le facteur pronostic le plus important malheureusement. Le guide détaille aussi 2 risques importants liés aux traitements eux-mêmes. Le syndrome d'hyperstimulation ovarienne, SHO. Oui, le SHO, c'est la complication la plus redoutée de la stimulation ovarienne. C'est une réponse excessive des ovaires qui peut entraîner une fuite de liquide hors des vaisseaux, avec gonflement, acide, parfois des complications graves. La prévention est absolument clé. Comment on prévient? D'abord, identifier les patientes à risque. Les jeunes femmes, celles qui ont un SOPK, un taux d'AMH élevé, beaucoup de follicules. Ensuite, adapter le protocole. Privilégier le protocole antagoniste et surtout utiliser un déclenchement par agoniste de la GnRH plutôt que par HCG si le risque est élevé et combiner ça avec une stratégie freeze-all, donc on congèle tous les embryons et on ne fait pas de transfert frais. Et si un SHO survient malgré tout? La prise en charge est surtout symptomatique, repos, hydratation, surveillance étroite, clinique, échographique, biologique. Parfois, une hospitalisation est nécessaire pour drainer l'acide ou gérer les déséquilibres. Et très important, une thromboprophylaxie systématique par HBPM, héparine de bas poids moléculaire, est indispensable car le risque de thrombose est majeur en cas de SHO. Justement, le risque de thrombose veineuse, MVTE, le guide en parle aussi en dehors du SHO. Oui, le risque de maladie thromboembolique veineuse est globalement augmenté pendant un cycle de FIV et en début de grossesse obtenu par FIV, même sans SHO. C'est lié au taux très élevé d'œstrogène pendant la stimulation. Le guide insiste sur l'importance d'évaluer le risque individuel de chaque patiente, antécédents personnels ou familiaux, thrombophilie connue, obésité, pour décider si une thromboprophylaxie par HBPM est nécessaire et à quel moment, pendant la stimulation, après la ponction, en début de grossesse. Les modalités précises varient selon le niveau de risque. Parlons des issues des grossesses obtenues après AMP. Est-ce qu'elles sont différentes des grossesses spontanées? Oui. Le guide confirme qu'il y a un surrisque modéré de certaines complications obstétricales. Accouchement prématuré, petit poids de naissance pour la gestationnelle, prééclampsie, diabète gestationnel et aussi des anomalies du placenta comme le placenta accreta. C'est une réalité. La part qui revient à l'infertilité elle-même et la part qui revient aux techniques d'AMP reste difficile à déterminer et fait encore débat. Et qu'en est-il de la santé des enfants nés grâce à l'OMP? Les données à grande échelle sont globalement rassurantes. Il y a un léger surrisque de certaines malformations congénitales, autour de plus 30%, mais ça reste faible en valeur absolue. Pour le développement à long terme, la majorité des études ne montrent pas de différence majeure, mais des questions persistent sur certains aspects. Risque cardiométabolique, effet épigénétique potentiel. Ça souligne l'importance de continuer à suivre ces enfants sur le long terme via de grandes cohortes. Le guide aborde aussi d'autres aspects techniques ou éthiques, comme la gestion du risque viral. Oui, il détaille les protocoles spécifiques à mettre en place en cas d'infection par le VIH, le VHB ou le VHC chez l'un ou les deux partenaires, pour sécuriser la procédure et minimiser le risque de transmission. Et le diagnostic préimplantatoire, le DPI, qu'on appelle maintenant PGT. Exactement. Le guide décrit les différentes formes. Le PGTM pour rechercher une maladie génétique spécifique connue dans la famille, mucoviscidose, Huntington. Le PGTSR pour les couples où l'un des parents est porteur d'une anomalie chromosomique équilibrée, translocation, inversion. Et puis il y a le PGTA qui recherche les aneuploïdies communes, comme la trisomie 21. Son intérêt pour améliorer les taux de naissance vivante, en particulier chez les femmes plus âgées ou après des échecs répétés, est encore très débattu et non recommandé en routine par beaucoup de sociétés savantes. Un mot sur le don de gamètes et l'accueil d'embryons? Le guide rappelle le cadre législatif français, notamment les évolutions importantes de la loi de bioéthique de 2021, l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules et la modification concernant l'anonymat du don. Désormais, les enfants nés d'un don pourront, à leur majorité, s'ils le souhaitent, accéder à des informations non identifiantes et même à l'identité du donneur ou de la donneuse, sous réserve de son consentement. C'est un changement majeur. Et la préservation de la fertilité, PF? C'est un domaine en pleine expansion. Le guide couvre les indications médicales classiques, avant un traitement potentiellement stérilisant, comme une chimiothérapie ou une radiothérapie pelvienne, PF oncologique, mais aussi pour certaines maladies non cancéreuses, endométriose sévère, maladies auto-immunes. Et puis, il y a la PF dite sociétale,
autorisées en France depuis 2021, qui permettent aux femmes et aux hommes de congeler leurs gamètes sans indication médicale, en prévision d'une éventuelle difficulté à concevoir plus tard. Quelles sont les techniques utilisées pour l'APF? Chez la femme, c'est principalement la vitrification des ovocytes après stimulation ovarienne. La vitrification d'embryons est possible si elle est en couple et le souhaite. La congélation de tissu ovarien est une option, surtout chez les jeunes filles prépubères ou quand on ne peut pas faire de stimulation. Chez l'homme, c'est la congélation de sperme ou de tissu testiculaire si besoin. Le guide mentionne aussi les traitements préservant la fertilité dans certains cancers gynécologiques débutants, col, endomètre, ovaire, mais ce sont des indications très sélectives. Pour terminer, le guide revient sur l'importance de la qualité et du cadre éthique et légal. Absolument. C'est fondamental. Pour garantir la sécurité des patients et l'efficacité des techniques, un système de management de la qualité rigoureux est indispensable dans les centres d'AMP, tant au laboratoire qu'en clinique. Ça passe par des procédures standardisées, la validation des méthodes, une traçabilité sans faille, le suivi d'indicateurs de performance, les fameux KPIs, des audits réguliers. La coordination entre biologistes et cliniciens est aussi un point clé. Et le cadre légal et éthique? Il est très présent en France, avec les lois de bioéthique qui sont révisées régulièrement. La dernière, en 2021, a apporté des changements majeurs qu'on a évoqués. Élargissement de l'accès, levée partielle de l'anonymat du don, encadrement de la PMF sociétale, fixation d'âge limite pour l'AMP. Ces lois essaient de trouver un équilibre entre les avancées scientifiques, les demandes sociétales et la préservation de principes éthiques fondamentaux. Bon, eh bien, cette exploration, même basée sur un guide de protocole, montre bien toute l'étendue et la complexité de l'AMP aujourd'hui. On part de la biologie la plus fondamentale pour arriver à des technologies hyper pointues, sans oublier la gestion des risques et des questions éthiques vraiment profondes. C'est un domaine qui bouge tout le temps. Tout à fait. Et ce qui ressort vraiment, je trouve, c'est cette nécessité d'une approche multidisciplinaire. Il faut des biologistes, des cliniciens, des psychologues, des généticiens parfois. Il faut aussi une actualisation constante des connaissances. Et puis, il y a cet équilibre permanent à trouver entre, d'un côté, appliquer des protocoles standardisés, c'est indispensable pour la qualité et la sécurité, et de l'autre, savoir adapter la prise en charge à chaque couple, à chaque histoire, qui est unique. La médecine personnalisée au cœur de l'AMP, en somme. Exactement. Et au centre de tout ça, il y a l'information la plus claire et la plus complète possible donnée aux patientes, aux couples, et leur consentement éclairé. C'est la base de la confiance et de la démarche. Et ça nous laisse peut-être avec une réflexion pour l'avenir. La science continue d'avancer à pas de géant en MP, elle ouvre sans cesse de nouvelles portes, de nouvelles possibilités. La question qui se pose, c'est comment, collectivement, la médecine, la société, on va naviguer les questions éthiques qui vont forcément émerger. Comment garantir un accès juste et équitable à ces techniques et comment on va évaluer sur le très long terme les conséquences de ces interventions sur la santé des générations futures. C'est une question ouverte qui va sûrement animer encore beaucoup de débats. Une question essentielle, en effet.